Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver. Une heure d'information consacrée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec pour débuter les commerçants qui sont dans le flou. Quels commerces pourront rouvrir à partir de la mi-mai? Reportage, nous en discuterons également avec Xavier Tacard, qui est président de l'association des vitrines de Toulon. Nous recevrons ensuite Thierry Mariani, tête de liste du Rassemblement national. C'est désormais officiel pour les prochaines régionales. Long entretien donc dans cette émission. Et puis la mission de l'AS Cannes Volleyball. La finale a mal débuté, défaite mercredi du côté de Chaumont, et il va falloir gagner demain à Cannes. Si les Cannois s'imposent, il y aura un match d'appui dès dimanche. Nous serons avec le manager de l'équipe en direct dans ce grand direct, justement. Et on parlera de hockey aussi, parce qu'à Marseille, ce sont les hockeyeurs qui peuvent accéder, mon cher Eric, à la division supérieure. Bonsoir Eric Revel. Eh bien, bonsoir Nicolas Galu. Ravi de vous retrouver. Sachez que on vous dira quelques mots aussi de la fête de la fraise à Carros. C'est un événement dans les Alpes-Maritimes qui va se tenir cette année dans des conditions un peu particulières, puisque évidemment la Covid-19 est venue perturber quelque peu l'organisation. Mais avant cela, premier dossier de ce grand direct, on fait suite aux annonces hier du Premier ministre Jean Castex, avec la vie qui va reprendre progressivement au mois de mai, les commerces qui devraient pouvoir rouvrir à partir de la mi-mai, mais vous l'avez noté, Eric, ce ne sont que certains commerces. Oui, et on attend avec impatience la liste. Reportage à Allot, dans les Bouches-du-Rhône, signé Cindy Chevaux. Ce vendredi, le flou règne dans les ruelles d'Allot. Après les annonces du gouvernement, la réouverture des commerces non essentiels n'est toujours pas fixée. Et pour cause, le taux d'incidence dans les Bouches-du-Rhône reste supérieur à 500 pour 100 000 habitants. Une épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête des commerçants. J'ai ouvert ici il y a un an, malheureusement j'ai 4 mois et demi d'activité. Je suis toujours fermé. On a ouvert en février, on a acheté ici. J'ai ouvert juin, juillet, août, septembre, octobre. Tout pour les bars et les restaurants. Je vois pas comment on peut ouvrir en ayant un truc sanitaire, en ayant 400 cas par jour, en ayant 35 000 personnes à l'hôpital. Il n'y a pas d'avancée. On a quand même le doute, quoi. Actuellement, on est en click and collect, mais bon, c'est très calme parce qu'il y a très peu de passages. On est vachement pénalisé, même qu'en étant ouvert, on n'arrive pas à reprendre le dessus sur l'activité. On a beaucoup souffert avec le premier confinement et on n'a pas récupéré ce qu'on avait, le 100% de notre vie. Exactement. Sur place, Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d'industrie ex-Marseille-Provence, a rendu visite aux commerçants allodiens. Animation, food truck, études de stationnement, autant de pistes de travail pour soutenir et redynamiser le tissu économique local, lourdement touché par la crise sanitaire. À la mi-mai, les commerces non essentiels devraient rouvrir leurs portes. Sous conditions localisées, l'exécutif reste flou mais travaille avec les collectivités territoriales. Nos commerces ont besoin de reprendre une activité économique normale parce qu'ils sont en train de tout simplement mourir. Le gouvernement commence à nous entendre, au lieu d'avoir des mesures nationales, en prenant des mesures qui soient territorialisées, qui permettent, là où les taux sont bons, de pouvoir tout de suite réouvrir, et là où les taux sont un peu moins bons, peut-être d'adapter, peut-être d'ouvrir avec des mesures un peu plus contraignantes, peut-être un couvre-feu un peu plus tôt le soir, de façon à faire. Et l'important, c'est que le Premier ministre donne bien comme instruction au service de l'État de travailler avec les gens du terrain en proximité, donc avec les chambres de commerce, avec les élus locaux, avec les chambres des métiers, pour qu'on puisse programmer une réouverture, un retour à la vie le plus normal possible pour nos territoires. Les restaurateurs et autres commerces non essentiels restent accrochés aux annonces du gouvernement. Emmanuel Macron pourrait s'exprimer dans les prochains jours pour mettre fin au suspense. Voilà, Emmanuel Macron ou Jean Castex ou Bruno Le Maire, Éric. Mais ce qui pend au nez des Bouches-du-Rhône, c'est un report de ces mesures au vu des chiffres dont on parlait déjà hier, plus de 500 de taux d'incidence et une tension hospitalière encore très haute. Oui, donc on s'attend bien, et ça a été annoncé quand même par Jean Castex, à une territorialisation des mesures. Donc j'aurais porté la poisse à personne, mais on entendait ce commerçant qui ne se faisait pas trop d'illusions dans les Bouches-du-Rhône et qui disait, avec le taux d'incidence que nous avons, supérieur à 500, ça serait étonnant que tout ça ouvre. En revanche, dans les Alpes-Maritimes, on sait qu'on a un taux d'incidence qui est en dessous des 200. Qui est en dessous des 200. Donc là, on peut imaginer que peut-être la liste des commerces qui pourront ouvrir sera un peu plus large.
Et au milieu coule un département qui s'appelle le Var, qui lui aussi est concerné forcément. Taux d'incidence 321 et tension hospitalière 135%. Donc là, on est sur une zone un peu tampon. Nous sommes avec Xavier Taccard, qui est coprésident de l'association Les Vitrines de Toulon, association de commerçants, forcément. J'imagine que ce soir, vous n'êtes pas plus avancé qu'hier soir sur qui pourra rouvrir. Alors, tout d'abord, bonsoir. Effectivement, il y avait le QCM qui était précis. Maintenant, il y a le QQC, c'est-à-dire quand, qui et comment. La grosse problématique reste qu'effectivement, nous n'avons pas les périmètres et qu'un commerce, même qui fonctionne au ralenti en click and collect, ne peut pas, d'un claquement de doigts, surtout dans la restauration, pouvoir rouvrir. Donc, il nous faut absolument une visibilité. Et je pense qu'effectivement, cela doit se travailler par région, en fonction des taux d'incidence, mais il faudrait quand même un peu plus de précision, car là, nous commentons tous, mais nous commentons sans savoir exactement quel sera le cahier des charges le jour J. Alors justement, sur la question des chiffres, alors vous n'êtes pas médecin forcément et pas ministre non plus, mais... Bon, pour les Bouches-du-Rhône, c'est assez clair, les chiffres sont très mauvais. Pour les Alpes-Maritimes, les chiffres sont plutôt très bons. Et au milieu, le Var n'a pas une situation catastrophique, mais la situation reste quand même préoccupante. Donc, est-ce que vous craignez d'être dans le mauvais wagon, si j'ose dire ? Alors, tout d'abord, je pense que tous les commerçants en France doivent être solidaires, donc je ne mettrai pas en avant effectivement le fait que le Var a tant mieux pour le Var, mais à de meilleurs chiffres. On en revient à ce que disait d'ailleurs le président, si j'ai bien entendu, de la CCI. Il est indispensable de toute façon de travailler par bassin, par région, par département. On peut pas uniformiser des décisions et nous espérons effectivement qu'en fonction du taux d'incidence ou du taux d'hospitalisation dans chaque département, des mesures différentes dans le temps, menant toutes à la même chose, mais un échelonnement des dispositions, normalement, serait logique. Mais M. Taccard, on peut aussi être confronté assez rapidement à des situations ubuesques. Je m'explique. Si le 3 mai, il n'y a plus de distance à respecter, on peut faire 30, 50, 60 km, les commerces qui seront fermés dans un département pâtiront au profit de ceux qui seront ouverts dans le département d'à côté. Au même titre que lorsque les soldes ne sont pas à des dates identiques entre le 06, le 83 et le 13. Oui, tout à fait. Mais ça va être quand même un problème économique. Vous parliez de solidarité des commerçants. Ils pourront pas l'être par définition. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas simple. Mais vous devez aussi tenir compte d'une situation sanitaire. Et imaginons, je ne dirais au hasard, qu'il y ait une commune en France qui soit dans une situation, ou un groupe de communes qui soit en France dans une situation catastrophique, vous ne pouvez pas non plus bloquer, en exagérant, toute l'Europe. Donc voilà, c'est un équilibre. Les politiques, ça dépend d'eux, c'est leur mission, ils doivent prendre des responsabilités, et en tout cas, ils doivent annoncer des choses claires. Donc vous, ce que vous demandez, on va en terminer avec ça, c'est d'avoir une date finalement claire et une liste. Vous espérez que ça tombe là, peut-être pendant le week-end ou lundi au plus tard ? Il faut que ça tombe, il faut que les commerçants... Il y a une dimension humaine. Vous ne pouvez pas appeler vos collaborateurs 24 heures avant en leur disant « tu n'es plus au chômage partiel, non, il faut que tu sois là à 7 heures, non, il faut que tu sois plus là, non, il faut ci, il faut là ». Il faut un petit peu respecter l'humain aussi, donc il faut à minima une semaine d'organisation, à la fois pour approvisionner les denrées périssables par rapport à tout ce qui est restauration, mais également pour que nos collaborateurs aient le temps humainement de s'organiser pour faire garder leurs enfants, reprendre un rythme qui correspond aux heures de travail. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est aussi très important. Merci beaucoup Xavier Taccard, président de l'association Les Vitrines de Toulon, association de commerçants. Et, évidemment, vous êtes toujours dans le flou, malgré une petite perspective de réouverture. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct ce soir. On parlait de la situation dans les Alpes-Maritimes. Eric, j'ai les chiffres là, selon Covid Tracker. Donc le taux d'incidence est exactement à 192 et la tension hospitalière à 89%.
Ce qui fait que, situation assez inédite en ce moment, il y a un front commun de tous les présidents de communautés d'agglomération, donc du côté de Menton, du côté de Grasse, du côté des Pays de Paillon, du côté d'Antibes, de Nice. Cette fois, Christian Estrosi fait front commun avec tout le monde. Sur la même rive. C'est sur la même rive, tout à fait, avec également Charles Ginesy, le président du département des Alpes-Maritimes, et il demande un déconfinement anticipé. Alexis Ricard. C'est un front commun. Les 4 présidents d'intercommunalité des Alpes-Maritimes et le président du département demandent un déconfinement anticipé. Un retour progressif à la normale justifié par les bons chiffres de l'épidémie de Covid-19 sur la Côte d'Azur. Et comme le gouvernement a bien dit qu'il pouvait y avoir un déconfinement progressif territorialisé et que les Alpes-Maritimes ont été le premier département confiné, couvre-feu, limitation des déplacements, il est normal que ce soit le premier à être déconfiné. Et donc, dans ce déconfinement global, on propose d'abord des choses qui apparaissent évidentes, c'est qu'on permette au commerce de proximité, caractérisé par une qualificative non essentielle de la part du gouvernement, qui puisse réouvrir. Et puis, progressivement, qu'on fasse en sorte qu'on puisse pénétrer dans un musée avec des mesures sanitaires, qu'on puisse aller dans un spectacle avec des règles de distanciation. Et puis qu'on ouvre nos terrasses. Il fait beau dans notre territoire. Au-delà des demandes de déconfinement, l'accès à la vaccination pour tous est aussi réclamé par David Lisnard, Jérôme Viau, Jean-Claude Guibal, Charles Ginesy et Christian Estrosi. Je le dis, la campagne de vaccination contre le Covid doit être en même temps une campagne de vaccination contre le chômage. Ça va ensemble. Et je le dis clairement sous cette forme, parce que être vacciné, c'est être au service de la reprise économique, éviter de laisser des gens sur le bord du chemin, redonner de l'emploi et de l'activité à tout le monde le plus rapidement possible. À Antibes, les commerçants soutiennent cette demande. Pour eux, il est légitime d'être les premiers à être déconfinés quand on a été les premiers à être confinés. Moi, je regarde tous les jours et je vois que les Alpes-Maritimes est en baisse. Nous avons été fermés en premier. Je pense que si on ouvrirait en premier, ce serait un bon équilibre pour tout le monde. Les restaurateurs aussi sont impatients et souhaitent un véritable retour à la normale. Alors bien sûr, comme tous mes confrères, on est dans l'attente depuis fin octobre. Du coup, bien sûr, on a hâte de rouvrir. Maintenant, on a hâte de rouvrir durablement. C'est-à-dire que le déconfinement, pour moi, doit avoir lieu si on est sûr qu'il n'y a pas refermeture derrière, ce qui serait catastrophique d'une part pour le côté économique, justement, on est déjà dedans jusque-là, et aussi psychologiquement, parce qu'il y a beaucoup d'aspects psychologiques dans tout ça, et les gens, ils n'ont pas tendance à y penser souvent, je pense. Fin des restrictions de déplacement prévues le 3 mai. À ce stade, certains commerces et lieux culturels ainsi que les terrasses rouvriront à la mi-mai, sans plus de précision sur la date exacte. Voilà Eric, l'actualité politique à présent dans cette émission avec cette officialisation, c'est bien le député européen du Rassemblement national Thierry Mariani qui va mener la liste de son parti en région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les prochaines régionales qui se tiendront du 20 au 27 juin prochain. Thierry Mariani qui est avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Ancien ministre de Nicolas Sarkozy, député également. Vous allez donc mener la liste Rassemblement national, je le disais, avec une campagne qui va être éclair et âpre. Écoutez, d'abord, moi je suis heureux de mener cette campagne parce que d'abord je me présente à cette élection régionale parce que je suis de notre région. Vous le savez, je suis né dans le Vaucluse, j'ai grandi dans cette région, j'ai été élu à plusieurs reprises maire, conseiller général, conseiller régional, député dans cette région. Et effectivement, pour moi, c'était important d'être candidat parce que je pense que dans cette région, il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2015, Christian Estrosi se présentait devant les Provençaux, les Alpins et les Azuréens en disant « ça va changer ». Beaucoup de choses n'ont pas changé. Il suffit de regarder, par exemple, ce qui se passe au niveau de la sécurité, ce qui se passe au niveau des transports. Eh bien, je me présente avec une équipe qui veut justement que les choses changent. Vous n'avez pas peur que le soutien que vous avez affiché à Christian Estrosi en 2015 trouble un peu le jeu? Vous étiez encore à l'époque à l'UMP, enfin chez les Républicains, et vous aviez soutenu Christian Estrosi.
Oui, c'est exact. Et Christian Estrosi m'avait soutenu en 2010, puisque je vous rappelle que j'étais candidat en 2010. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai envie de vous dire, ça illustre le cheminement de beaucoup d'électeurs qui sont sur la Côte d'Azur ou en Provence ou dans les Alpes. Qu'est-ce que je veux dire par là? En 2010, c'était Nicolas Sarkozy qui m'avait demandé de me présenter. En 2021, je me présente avec le soutien de Marine Le Pen. Et en réalité, pourquoi? Parce que je pense qu'au-delà d'une formation qui souvent, et c'est le cas à mon avis aujourd'hui des Républicains, devient un cartel d'élus qui rassemble des gens qui aujourd'hui ne pensent plus grand-chose. Si vous pouvez me dire ce qu'il y a de commun entre Christian Estrosi qui tous les jours explique qu'il faut s'allier avec M. Macron ou des gens par exemple comme Guillaume Pelletier, je serais heureux de le savoir. Voilà. Et en réalité, le chemin politique que j'ai fait entre 2010 et 2021, c'est celui de beaucoup de gens de droite qui en réalité sont déçus, qui en réalité ont compris que cette droite aujourd'hui pactisée avec M. Macron, tantôt ouvertement, comme Christian Estrosi, tantôt sournoisement, comme Renaud Muselier. Voilà pourquoi je me présente en ayant tout simplement une démarche de transparence et de clarté sur les choix. Oui, j'ai soutenu Christian Estrosi à l'époque où il avait les mêmes convictions que moi, mais aujourd'hui, on n'a plus les mêmes convictions, je suis désolé, surtout quand je le vois affirmer quasiment chaque semaine. J'ai même vu qu'il avait encore déjeuné avec le président de la République, semble-t-il, de manière officieuse ces derniers jours. On n'a visiblement plus aujourd'hui les mêmes opinions politiques. Quels sont les angles morts, selon vous, du bilan de Christian Estrosi et de Renaud Muselier, Thierry Mariani? Ben d'abord, quand on regarde la sécurité, vous savez que le Conseil régional a voté il y a 3 mois environ son plan pour la sécurité. Vous croyez que c'est dans les 3 derniers mois d'un mandat qui dure 6 ans qu'il faut voter un plan pour la sécurité? Ce n'est pas les compétences du Conseil régional. Alors, si ce n'est pas les compétences des conseils régionaux, pourquoi ils ont voté ce plan? Il fallait rien voter ou il fallait voter dès le début? Et vous savez comme moi qu'on peut tout à fait agir sur la sécurité. D'autres régions l'ont montré et être beaucoup plus actifs, qu'il s'agisse de la police dans les transports, qu'il s'agisse des lycées ou qu'il s'agisse par exemple de l'équipement de la police municipale. Nous le disons clairement et nous le développerons dans notre programme, ce sera l'une de nos 3 priorités. Et je vous donne qu'un chiffre. Savez-vous combien de personnes ont été recrutées pendant ce mandat pour la sécurité ferroviaire? 75. Savez-vous combien ont été recrutés pour le cabinet et, si je puis dire, ses dépendances pour s'occuper de la communication de l'équipe de M. Estrosi et de M. Muselier? 77. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre régionale des comptes. Est-ce que vous trouvez que quand on recrute dans un mandat plus de personnes pour s'occuper du cabinet que ce qu'on a recruté pour s'occuper de la sécurité des 5 millions d'habitants de notre région, c'est normal? Moi non, la sécurité, ça passera certainement avant ma communication. Thierry Mariani, bonsoir. Je voulais vous poser une question. Vous avez indiqué au début de la campagne, elle va être rapide cette campagne forcément, elle va être éclair comme disait Nicolas Gallup, vous avez indiqué, Renaud Muselier, Christian Estrosi ne sont pas des ennemis, ce sont des concurrents, et j'ai l'impression que ce soir, sur les antennes d'Azur TV, vous durcissez un peu le ton. Est-ce que je me trompe? Avec tout le respect que je vous dois, oui, je pense que vous vous trompez. D'abord, moi, je n'ai pas d'ennemi. Quand j'ai entendu Renaud Muselier expliquer que j'étais son ennemi, j'ai presque envie de vous dire, ça m'a fait de la peine. Moi, mon ennemi, je vais vous dire, dans cette région, c'est la montée de l'islamisme, c'est la montée de l'insécurité, c'est la précarité sociale, c'est le chômage, c'est ça mon ennemi. Après, j'ai des concurrents. Oui, je le dis très clairement, on ne pense pas la même chose. Et aujourd'hui, cette campagne sera courte. Pourquoi? Parce que certains la refusent. Il se murmure que M. Muselier rentrerait en campagne dans 3 semaines. Vous voyez bien qu'en réalité, certains fuient un peu cette campagne. D'abord peut-être parce qu'ils ne sont pas aussi sûrs que ça de leur bilan. Et puis deuxièmement, parlons clairement, parce que quand on est à la région et qu'on est président, on peut faire campagne légalement, je le reconnais, c'est de bonne guerre. Mais quand je vois toutes les actions débordantes du Conseil régional en ce moment, je me dis que c'est pratique, ça permet de faire campagne sans le dire, en se servant de l'institution et en utilisant finalement les moyens financiers de l'institution. Thierry Mariani, vous avez parlé d'insécurité, vous avez parlé de transport. Quand on fait campagne, c'est qu'on a réfléchi, même si vous l'avez réfléchi longuement, c'est ce que vous avez dit avant de vous déclarer, ça veut dire qu'on a un programme
En matière de sécurité, puisque vous avez cité STEM, et en matière de transport, quel est votre programme ? Si vous le permettez, on présentera notre programme à la fois en matière de sécurité, de transport et dans les autres domaines progressivement. Les autres ne font pas campagne. Si moi je vous dis dès le premier jour tout ce qu'on va faire, d'abord je vous présenterai ma liste. D'abord je vous présenterai ma liste et vous verrez notamment que dans les départements du Var, avec mon ami David Racheline, dans le département des Alpes-Maritimes, avec des personnes que vous connaissez comme Philippe Bardon, mais avec des personnes qui me surprendront, qui viennent de la société civile, eh bien nous aurons des listes qui représentent bien justement la diversité de notre région. Après, effectivement, nous présenterons notre programme. Mais vous verrez que le calendrier qu'on annoncera, les mesures qu'on annoncera montreront que quand on dit la sécurité est au cœur de notre programme, l'emploi est au cœur de notre programme, et bien cela, vous pourrez le vérifier vous-même. Thierry Mariani, vous avez parlé de surprise dans les Alpes-Maritimes. Est-ce que vous évoquez le cas d'Alexandra Masson-Bettati qui sera visiblement votre tête de liste sur la Côte d'Azur? Parce qu'on rappelle qu'il y a des têtes de liste dans chaque département. Écoutez, dans 10 jours, on fera le tour des 6 départements et on présentera nos têtes de liste ou nos duos qui conduiront ces listes. C'est un peu tôt pour le dire. C'est la première étape de cette campagne et donc pour le moment, on n'en est pas encore là. Alors, on n'en est pas encore là non plus du second tour, Thierry Mariani, mais dans les sondages qui ont été publiés avant même d'ailleurs que vous officialisiez votre candidature, vous êtes souvent plutôt placé en tête de ce premier tour, mais au second tour, vous êtes battu parce qu'il y aurait une alliance entre La République En Marche et la liste sortante de Renaud Muselier. Ça, c'est un problème, ça, c'est un écueil sur lequel vous allez devoir aussi vous exprimer. Écoutez, moi je trouve que c'est une motivation. C'est une motivation d'abord pour les électeurs. Ça nous dit quoi ces sondages? Vous savez comme moi qu'un sondage c'est une photo de l'opinion à un moment donné. Et donc ça veut dire qu'en réalité tout est possible. Tout est possible. On a 2 points de retard dans cette région dans les sondages. Ça veut dire que si les électeurs veulent sortir de chez eux pour aller voter, et je les invite à le faire en masse, pas comme ça s'est passé aux élections municipales, eh bien on peut changer le sort de cette région. Et puis on voit bien que dans cette non-campagne, où finalement l'équipe sortante va essayer de la raccourcir le plus possible pour éviter d'avoir un positionnement clair, en réalité c'est le schéma de 2015 qui risque de se reproduire. Qu'est-ce que je veux dire par là? En 2015, M. Estrosi a été sauvé par le retrait de la liste de M. Castaner. En 2021, on voit très bien que M. Muselier espère être sauvé par le retrait, la fusion, l'absence de la liste d'En Marche. Moi, j'espère qu'on sauvera cette région avec le soutien des habitants de Provence, d'Alpes et de Côte d'Azur. Ce qui pourrait vous arranger, Thierry Mariani, c'est une triangulaire. Parce que si une triangulaire ou une quadrangulaire, mais bon, une triangulaire, ça permettrait d'éviter le front républicain. Écoutez, le front républicain, ça ne veut plus rien dire. Vous le savez très bien, je veux dire. Non, mais vous savez ce qui va se passer. Tout le monde va appeler à faire barrage à l'extrême droite, etc. etc. Oui, mais alors franchement, je pense que ça va sonner un peu faux. Parce que expliquer qu'à 62 ans, je vais commencer une carrière, j'allais dire quasiment de dictateur, ça fera sourire. Et puis vous avez rappelé en début de mandat... Là, c'est vos souvenirs gaullistes, là, Thierry Mariani. C'est De Gaulle qui disait ça. Oui, absolument. À 62 ans, je ne vais pas commencer une carrière de dictateur. Et puis vous avez eu la gentillesse de me rappeler qu'effectivement, et c'est vrai, je soutenais Christian Estrosi en 2015. J'aurais peut-être le souvenir de rappeler tous les compliments, toutes les qualités que me trouvaient Hubert Falco, Christian Estrosi, Éric Ciotti, Renaud Muselier, il y a 12 ans. Je sais qu'il y a 12 ans, j'ai un peu vieilli, mais je pense que je ne les ai pas toutes perdues. Et puis enfin, soyons sérieux. Moi, je vais vous dire, duel triangulaire, la seule chose que je demande dans ce débat, c'est quoi? Que les gens soient clairs. Vous vous rendez compte quand même qu'on a une liste où, et là je salue l'honnêteté de Christian Estrosi, qui dit tous les jours qu'il faut être avec Emmanuel Macron. Et puis vous avez une autre partie de la liste qui, si vous le voulez, veut rentrer par la porte, mais en réalité veut pas l'ouvrir. Et qui en réalité rêve de s'allier avec Macron sans le dire, sans se faire prendre, etc. Moi, je mènerai une campagne de clarté. Alors, que ce soit un duel, une triangulaire,
eh bien, je pense que les électeurs comprendront qu'en réalité, la seule alternative dans cette région, c'est la liste que je mène, avec le soutien du Rassemblement national, avec le soutien de la droite populaire, parce que j'insiste là-dessus, et vous le verrez, quand on présentera nos listes, eh bien, il y a des gens issus effectivement de ces deux formations, mais aussi beaucoup de représentants de socio-professionnels. Et je pense qu'on vous surprendra. Deux petites questions pour terminer. La mienne, puis celle d'Éric Revel. La mienne concerne votre directeur de campagne. Vous avez choisi Philippe Vardon, le Niçois. Philippe Vardon qui est déjà élu régional. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ? D'abord parce que c'est un homme de conviction. Vous le connaissez mieux que moi. Reconnaissez qu'il change moins souvent d'opinion que Christian Estrosi. C'est quelqu'un aussi qui connaît bien notre région. Et avec Frédéric Boccaletti, c'est l'un des deux directeurs de ma campagne électorale. Frédéric Boccaletti dans le Var, hein, Frédéric Boccaletti Varois. Éric Revel. Absolument. Oui, Thierry Mariani, tout à l'heure on parlait de triangulaire. Vous êtes trop madré politiquement pour ne pas vous livrer à cette analyse des triangulaires. Et d'ailleurs, vous êtes tellement bon prince que vous n'avez pas d'ennemis mais des concurrents et que vous souhaitez même une liste unique à gauche. Ben oui, parce que moi je suis un démocrate. Je suis un démocrate et j'aime bien le débat d'idées. Vous savez, je suis plus à l'aise dans le débat d'idées, vous le verrez, que dans les combines d'appareils, comme certains que je ne vais pas reciter une fois de plus. Voilà, donc un débat d'idées. Il y a un bloc de gauche dans ce pays. Il ne faut pas les enterrer. Regardez ce qui s'est passé à Marseille, où ils ont pris à la surprise générale la mairie. Eh bien, moi, je souhaite effectivement qu'il y ait un débat d'idées clair. Et pour cela, la gauche que je combats en tant que concurrent, j'espère qu'ils arriveront à s'entendre. Et puis des fois, s'ils arrivent à s'entendre, vous avez compris que forcément, je ne serai pas très triste, mais je serai heureux de débattre avec eux. Dites-moi, Thierry Mariani, juste dernière question, parce que j'y pense, on se souvient du ministre que vous avez été auprès de Nicolas Sarkozy, hein, que vous avez bien incarné, ce portefeuille des transports. Est-ce que vous avez fait part au chef de l'État de votre décision de conduire cette liste dans la région sud ? Non, vous savez, j'ai été effectivement un fidèle de Nicolas Sarkozy, je n'ai jamais été un intime. Je ne vous cache pas que depuis ces 3 ou 4 dernières années, on n'a quasiment pas de contact. Enfin, je me permets de vous rappeler d'ailleurs que dans les primaires de la droite, j'avais soutenu François Fillon parce que je pensais que c'était celui qui incarnait, à mon avis, le meilleur programme à l'époque pour les présidentielles. C'est arrivé ce que vous connaissez par la suite. Mais j'ai un profond respect pour Nicolas Sarkozy. Je regrette simplement que quand on a été au programme, on avait annoncé qu'on passerait le Karcher en matière de sécurité. On n'est pas allé jusqu'au bout. C'est peut-être pour ça aussi que les électeurs, après, ne nous ont plus fait confiance. Merci beaucoup Thierry Mariani pour cet entretien, candidat et tête de liste donc pour le Rassemblement national et la droite populaire en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et vous l'avez dit, on connaîtra d'ici une dizaine de jours les têtes de liste dans nos départements. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une belle victoire maintenant, Éric, pour l'AJO Les Oiseaux à Sanary. Vous le savez, ce centre qui se bat pour éviter la fermeture, un centre qui accueille des enfants en situation d'obésité. Eh bien, le groupe qui possède Les Oiseaux recule de plusieurs mois cette fermeture pour laisser le temps aux salariés de trouver une offre de reprise. Thomas Bernabé. C'est une victoire pour les salariés du centre de lutte contre l'obésité infantile et Les Oiseaux. Le groupe Elana Santé qui gère l'établissement a repoussé la fermeture annoncée initialement pour le mois d'août à la fin d'année. L'établissement pourrait ainsi continuer ses prises en charge en attendant un soulagement pour les salariés. Oui, soulagé, c'est clair, parce que du coup, on va pouvoir entamer un travail dans la sérénité. Et alors, c'est un gros travail qui va être fait. On démarre vraiment sur une construction de projet, aussi bien financier, architectural, médical. Donc, il y a du boulot, mais en tout cas, c'est serein. On nous laisse le temps et du coup, on va pouvoir vraiment avancer dans de bonnes conditions. Si le groupe continue de privilégier le reclassement interne ou externe, les salariés, eux, souhaitent dorénavant développer un projet de reprise viable. Il y a surtout 2 grands axes qui se présentent à nous. C'est soit l'organisation d'une SCOP, donc l'entreprise serait reprise par les salariés. Donc ça, on est en train de l'évaluer justement et d'étudier cette possibilité-là. Et par ailleurs, on est toujours dans une recherche de repreneurs fiables et solides au niveau financier et au niveau de la gestion. Donc voilà, on a ces 2 pistes qu'on vient explorer, évaluer et après le choix se fera beaucoup plus tard. Mais
on est vraiment dans cette recherche-là actuelle. L'avenir s'éclaircit donc pour la JO Les Oiseaux. Le prochain CSE aura lieu le 4 mai prochain afin de clarifier les différentes offres proposées par Elana à leurs salariés. Voilà, la mobilisation a payé, Eric. Oui, une issue presque heureuse. Azur TV, les grands directs, grâce à Thomas Bernabé, y ont pris leur part et on peut s'en féliciter. Alors, l'ambiance est un peu différente au CHU de Nice qui a subi pour la deuxième fois une panne informatique en moins d'une semaine et les syndicats sont révoltés. Les précisions avec Claudia Olivier. Depuis hier, le CHU Pasteur de Nice connaît une panne informatique. C'est la deuxième en moins d'une semaine après celle de dimanche. Tous les appareils connectés au réseau sont impactés. Actuellement, on rencontre le même problème que dimanche. Le CHU subit une panne informatique sur tout le réseau Wi-Fi. Donc, ce qui incombe la totalité des ordinateurs et des téléphones de l'hôpital. Et actuellement, le personnel est obligé de travailler en mode dégradé. Ça veut dire qu'ils sont obligés de tout faire à la main. Un service informatique à l'arrêt, une perte de temps et de moyens pour les personnels soignants. Il y a des familles qui appellent pour avoir des nouvelles de leurs parents au niveau des urgences, des gens qui sont hospitalisés. On peut donner aucun renseignement parce qu'on n'a aucune vision sur les suivis de l'imagerie, le suivi de la pathologie du patient. On peut donner aucun renseignement. Une situation inadmissible pour le secrétaire départemental du syndicat FO, Michel Fuentes. Il souhaite rencontrer la direction le plus rapidement possible. On a eu une réunion à la demande de FO hier. On nous a donné quelques explications qui ne nous conviennent pas. On a un prestataire qui vient de Toulon qui va chercher des pièces à Marseille. On a eu une panne dimanche qui est restée plus de 14 heures. Voilà. J'ai demandé, je vais rencontrer le directeur général du CHU de Nice pour avoir plus d'explications et plus de lumière sur cette panne. La direction a communiqué en interne en indiquant le retour d'une partie des fonctionnalités, mais que certaines perturbations risquent de continuer. Voilà, c'est surprenant quand même, parce que ça perturbe vraiment l'activité. Ah bah oui, l'informatique c'est magnifique quand ça fonctionne, quand ça ne fonctionne pas, on ne sait plus faire. Ce matin, petit détail, Nice Matin justement indiquait que dans les étages on avait réinstallé des téléphones analogiques pour communiquer et que les secrétaires à l'accueil faisaient des photocopies des cartes vitales. Voilà. Et on envoyait des fax pour prendre ses rendez-vous. Presque, mais en attendant, cette technologie-là ne plantait quasiment jamais. C'est un gros problème quand même pour un CHU aussi important que celui de Nice. Voilà, et ce que soulignent les syndicats, c'est évidemment que ça tombe très mal en période de crise sanitaire parce que les services sont déjà sous tension. La vaccination à Nice, justement, on en parlait déjà hier avec ce marathon lancé sur la métropole Nice-Côte d'Azur. 10 000 injections en 2 jours. Le but est quasiment atteint ce soir. Marie Justo. Deuxième jour de vaccination format marathon. Ce jeudi et ce vendredi, la ville de Nice avait parié sur 10 000 injections par jour. 4 300 jeudi, près de 4 900 ce vendredi soir. Pas loin du but, la ville de Nice poursuit sa campagne de vaccination XXL. Plus de 30% de la population métropolitaine et azuréenne est désormais vaccinée. Nous gagnons tous les jours un peu plus en immunité. C'est ce qui sans doute justifie aussi que, après avoir eu un pic extrêmement élevé de la pandémie au début de l'année, nous sommes aujourd'hui la métropole qui a le niveau de taux d'incidence de circulation du virus le plus bas de France et qui peut nous permettre d'espérer un déconfinement anticipé dans les semaines qui viennent. Nous respectons naturellement les tranches d'âge qui nous sont proposées par le gouvernement, mais on passe aussi à des catégories d'actifs sur les doses que nous ne voulons pas perdre sur une journée. Et donc tout doucement, avec ces actifs qui désormais sont protégés, nous pouvons espérer une reprise de l'activité économique dans les meilleures conditions possibles d'ici quelques semaines. On sent que ça les démange sur le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur d'ouvrir à tout le monde la vaccination. On ouvre aux actifs, on ouvre aux enseignants. Si on est en contact avec du public, il y a même des jeunes qui arrivent à se faire vacciner. Oui, mais encore une fois, il faut récompenser les efforts de tout à chacun. Dans la métropole de Nice, dans les Alpes-Maritimes, on a fait des efforts conséquents. Je le rappelle à chaque fois, mais on l'oublie. C'est 2 semaines de plus qu'ailleurs sur le territoire. On aurait eu 6 semaines de confinement. Donc imaginez un déconfinement plus tôt, puisque le taux d'incidence a énormément baissé. Ça me semble être d'une logique implacable. Maintenant, il y a une vraie faille, parce qu'encore une fois, quand le Premier ministre parle de territorialisation, ça veut dire que ce qui se fera dans les Alpes-Maritimes ne sera pas la même chose que dans
dans le Var ou dans les Bouches-du-Rhône, dans notre région. Donc on a le taux d'incidence le plus bas. On a fait les plus gros efforts dans les Alpes-Maritimes. Le Var est pas mal et les Bouches-du-Rhône ne sont pas bien du tout. Ça pourrait sembler logique que les Alpes-Maritimes rouvrent plus largement que les 2 autres départements de notre région. Avant d'ouvrir une belle page sportive, votre édito, Eric, et cette information en préambule qu'on aurait pu vous donner hier, d'ailleurs, c'est l'interpellation d'un suspect qui aurait fourni des armes aux terroristes du 14 juillet à Nice. Il a été arrêté en Italie ce mercredi et l'enquête est très complète dans la recherche des responsabilités. Puisqu'on parlait de ce procès qui n'aura pas lieu pour l'attentat de la gare Saint-Charles, là il y a des responsabilités des gens mis en cause. Et votre édito, Eric, porte sur la sécurité justement. Ben oui, terrorisme, sécurité, vous le savez, une femme policière a été assassinée à 14h20 cet après-midi à Rambouillet, en région parisienne, au couteau par un tueur, un Tunisien entré illégalement en 2009 sur le territoire français. Le parquet antiterroriste a été saisi, donc les motivations ne semblent plus faire de doute. Il aurait effectué des repérages avant ce crime. Ces pratiques, on les a vécues, vous vous souvenez évidemment Nicolas, on les a vécues récemment lors de l'attentat de la basilique de Nice en octobre 2020, lors de l'assaut et du carnage, bien sûr, vous en parliez, du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais à Nice. Ces actes terroristes sont des attaques en fait contre la République. Alors comment éviter ces drames odieux? Est-ce qu'il faut plus de police? Est-ce qu'il faut plus de prévention? Est-ce qu'il y a d'ailleurs un niveau au-delà duquel la population ne supporterait plus ces atrocités? C'est aussi une question qu'on peut se poser. La République, en tout cas, semble désarmée. Raison de plus pour défendre ce que nous sommes, notre culture, nos racines, notre identité. C'est le ciment essentiel de l'unité nationale dont nous avons besoin face à ces crimes odieux. Alors, beaucoup de réactions après ce nouvel attentat à Rambouillet. Je voudrais citer celle de Renaud Muselier, le président de la région Sud. Ma colère est totale face à ce crime abominable. Et puis Christian Estrosi, le maire de Nice, qu'on entendait il y a quelques secondes, a réagi également. Attaquer un uniforme, c'est s'en prendre à la République entière. Pensez évidemment pour la famille de cette policière tombée, car ne l'oublions jamais, les policiers, les policières sont là pour nous protéger. Merci Eric. Page sportive à présent pour des bonnes nouvelles parce que les clubs de notre région sont performants. On sera dans 2 minutes maintenant avec le manager de l'AS Cannes Volley qui va peut-être redevenir champion de France. Avant cela, un petit crochet par Marseille, la glace marseillaise, puisque les hockeyeurs sont eux aussi en passe de réaliser un exploit, de monter en Ligue Magnus, l'élite de la discipline pour un club, vous allez le voir, qui est très jeune, Valentin Rodriguez. Un week-end historique. Le Marseille Hockey Club s'apprête à vivre ses plus grandes heures en disputant la phase finale du championnat de France de Division 1. Une place obtenue grâce à un parcours idéal durant la saison et une 2e place à la clé dans la poule B. Les Spartiates sont sur un petit nuage, mais ne veulent pas se laisser distraire par l'enjeu. On ne fait pas comme si c'était un match comme un autre, mais on essaie de faire abstraction quand même de tout ce qu'il peut y avoir autour. L'idée, c'est quand même de se concentrer sur notre jeu avant de penser à ce qui pourrait arriver si on gagne. Donc on va d'abord essayer de le prendre très très sérieusement. On garde en tête ce qui pourrait se passer si on gagne, mais pour le moment, on est vraiment focalisé sur la première minute de jeu. Avant de rêver d'une finale, il faudra battre Nantes samedi qui a fini premier de la poule A et qui se présente comme l'équipe favorite de ce carré final qui se disputera à Paris. C'est le favori de la compétition, mais même au départ. Moi, je les avais mis favoris, donc je suis pas étonné qu'ils soient là. C'est une équipe qui est complète, qui a très peu de défauts. Défensivement, ils sont très solides. Offensivement, ils marquent beaucoup de buts. Ils sont très bons sur les unités spéciales, 5 contre 3, 4 contre 5, 5 contre 4. Donc c'est une équipe qui est dangereuse, mais nous, on a nos chances aussi. On a notre identité. On ne veut pas s'adapter à eux, on veut jouer notre jeu à nous. Et après, on verra comment ça se passe. Pour le président du MHC, il ne faut pas faire attention à l'adversaire et prendre du plaisir pour ce jeune club créé en 2012. Il nous attend la meilleure équipe du championnat, mais il nous attend aussi du plaisir et de profiter de ce moment historique pour le club. C'est la première fois qu'on fait une demi-finale dans cette compétition de D1 après seulement 3 ans de présence dans cette division. En cas de succès sur Nantes samedi, les Spartiates affronteront le vainqueur de Strasbourg-Neuilly-sur-Marne en finale ce dimanche. Une victoire leur permettrait d'atteindre pour la première fois de leur histoire la Ligue Magnus, championnat d'élite pour le hockey français.
Voilà, et l'autre espoir du week-end, mon cher Eric, c'est l'AS Cannes en volley. Bonsoir Arnaud Josserand, merci d'être avec nous, manager de cette belle équipe dont on a déjà parlé en milieu de semaine. Vous avez été aussi entraîneur adjoint de l'équipe de France, un pilier de l'AS Cannes volley aussi. Très heureux de vous recevoir parce que voilà, week-end important demain au Palais des Victoires. Il va falloir gagner contre Chaumont parce que le match aller est défaite 3-7-1. En fait, il n'y a plus de secret, il faut gagner demain et gagner dimanche le match d'appui. C'est ça, le problème reste entier en fait. On a toujours nos 2 chances, nos 2 matchs à gagner. Donc voilà, il faut qu'on gagne demain soir pour espérer jouer dimanche et puis passer. Mais bon, c'est quelque chose qu'on est capable de faire. Je pense que les joueurs ont fait un bon début de match à Chaumont. Chaumont a été plus en réussite à la fin du premier set. On aurait dû gagner parce qu'on avait 4-5 points d'avance. On a perdu ce set-là et puis les Chaumontais après se sont sentis bien décomplexés et donc ils ont finalement gagné le match. Mais bon, c'est une équipe qu'on avait battue chez elle, qui nous avait battus chez nous. On sait qu'on a les moyens de les battre, donc on va tout donner dans notre salle pour espérer remporter ce match de samedi et se donner une chance de jouer dimanche pour ramener le titre à Cannes. Voilà, et effectivement, toute la saison, vous êtes tiré la bourre avec Chaumont. Vous avez fini devant au classement quand même, puisque vous avez fini 2e et eux 4e. Mais à chaque fois, les matchs se sont joués en 5-7. Bon, à part mercredi, mais vous l'avez dit, c'est vraiment, ça se joue dans un mouchoir de poche. Alors, est-ce qu'on peut parler de petit avantage quand même de jouer ces 2 matchs à Cannes, même s'il n'y a pas de public ? Oui, c'est quand même un avantage parce que c'est une salle dans laquelle on s'entraîne tous les jours. En plus, Chaumont joue et s'entraîne dans une toute petite salle. Nous, le Palais des Victoires, j'ai pas peur de le dire, c'est quand même la plus belle salle de France. En plus, vu comme elle est décorée, etc., c'est quand même une antre qui reste, malgré le Covid et le fait que ce soit à huis clos, donc qu'il n'y ait pas de spectateurs, ça reste quand même une antre qui est chaleureuse et dans laquelle les joueurs se sentent bien. Donc, je suis persuadé que les joueurs ça va leur donner un supplément d'âme de jouer à la maison et d'essayer de gagner ces 2 matchs à la maison, puisque en jouant contre Chaumont, qui a fini 4e de la saison régulière, on a récupéré l'avantage du terrain. Donc on espère que ça va jouer en notre faveur. Alors avant de céder la parole à Eric Revel, qui a une question pour vous, je voudrais juste que vous nous racontiez un peu l'histoire de ces Dragons, parce qu'il y a 2 ans, 3 ans, c'était la catastrophe assurée, faillite qu'on vous promettait, descente également. Vous vous sauvez par miracle et quelques mois après, vous briguez un 10e titre de champion de France. Elle est exceptionnelle cette histoire. Oui, c'est vrai que pendant la saison 2018-2019, on a eu quelques petits soucis financiers qui n'étaient pas énormes, mais voilà, bon, c'était des soucis financiers qu'il fallait essayer de régler au plus vite. La situation était un peu compliquée et cette année-là, on avait la chance qu'en fait, il n'y avait que 13 clubs en Liga et donc il n'y avait pas de descente. Donc on a fait des paris en sacrifiant des choses jusqu'à la fin de la saison, en faisant de grosses économies pour essayer de bien repartir sur l'année d'après. Et puis Jérôme Rousselin est arrivé à la tête de l'équipe, le nouveau président, avec des idées très très novatrices et notamment cette grande idée d'amener du volley, en tout cas de faire du volley dans le Palais des Victoires un spectacle avec des gens comme Gims qui sont venus l'année dernière, avec Black M qui est venu aussi et on devait finir par Kenji Girac. Malheureusement le Covid est passé par là et la saison s'est arrêtée un peu tôt, mais on a fait une saison bien au-dessus de ce que nos moyens financiers nous permettaient, parce qu'il y a eu cette nouvel engouement au niveau du club, au niveau des bénévoles, au niveau des supporters, au niveau de la ville qui nous suivait aussi, qui s'est remis à croire en notre potentielle qualification sur des phases finales de play-off, etc. On a réussi à finir 6e. Rennes a été déclassé pour des problèmes financiers aussi, donc on a récupéré une Coupe d'Europe l'année dernière. Et puis cette année, on avait réussi à bâtir un groupe très
très qualitatif, sportivement parlant, en s'y prenant relativement tôt. On a mis pas mal de moyens, on a aussi investi dans un espace de récupération, etc. Enfin, il y a beaucoup d'idées. Oui, le travail finalement porte ses fruits parce que deuxième de saison régulière en finale du championnat de France, le parcours est clair et fou. Et je voudrais juste vous apporter cette précision, Eric. Les difficultés financières, c'est 80 000 euros. Hein. C'est ça qui a failli couler un club. Quand on connaît les sommes du foot, voilà, 80 000 euros, on se dit comme ça, ils vont les trouver facilement. Ça a été vraiment un travail d'arrache-pied. Arnaud Josserand, je voulais vous poser une question. Bon, après ce que vous nous expliquez, vous ne pouvez pas perdre d'abord, c'est pas possible, parce que quand on revient d'où vous revenez, on ne peut qu'avoir les guts, comme disent les Américains ou les Anglais, pour gagner les 2 matchs qui se terminent. Mais je voulais vous poser une question. Vous êtes prêté tout à l'heure à une analyse assez fine sur ce match que vous avez perdu à l'aller dans la salle de Chaumont, sans trahir évidemment de secret, mais on imagine que vous avez peut-être même regardé de nouveau ce match en vidéo et que vous allez contrecarrer point par point ce qui a fait votre faiblesse pour ce match aller. Alors, est-ce que ça veut dire que vous allez changer de stratégie pour pour le premier match, pas pour vous porter la poisse, mais pour le prochain match, est-ce qu'il y a une stratégie différente ? Je crois surtout que, en fait, la stratégie que le coach Luc Marquet avait adoptée était la bonne, mais elle n'a pas été adoptée tout de suite par les joueurs, ce qui fait que, malgré le fait qu'on menait au premier set, on a réussi à se faire remonter en oubliant ce pourquoi on menait au premier set. Et donc, du coup, petit à petit, le jeu est un peu parti en vrille, j'allais dire, et on a oublié les petits détails. On sait tous que le haut niveau, c'est des petits détails qui ont fait qu'à un moment donné, on menait, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est 21-15. Donc, c'est quand même très, très proche de la fin du set. Et en fait, Luc Marquet nous a expliqué qu'il s'était appliqué dans les dernières séances vidéo avec les joueurs à leur dire regardez pourquoi on menait 21-15, regardez pourquoi on a failli gagner le premier set, regardez pourquoi on a gagné le deuxième. Et voilà, ça veut dire qu'on est capable de le faire. Mais il va falloir gommer ces petits détails qu'on n'a pas bien fait. Il va falloir repartir sur les consignes qui avaient été émises à la base et qui étaient les bonnes directions de jeu. Et avec ces petits détails-là qu'on peut gommer, on va pouvoir gagner. Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. C'est bon. Rendez-vous demain soir à 21h pour ce match décisif qu'il faut gagner. Et je crois que c'est un peu plus tôt dimanche s'il y a un match d'appui. Non, c'est 21h. C'est 21h aussi, voilà, dimanche 21h. Donc de toute façon, on espère vous retrouver dimanche parce que sinon c'est mauvais signe. Et puis lundi, on viendra faire la fête avec vous si vous décrochez ce 10e titre de la SCAN, le premier depuis 2005. Merci Arnaud, bonne soirée à vous et les 5 lettres, on croise les doigts évidemment parce qu'on serait très 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 heureux pour ce club qui est un club légendaire dans le volley français. À bientôt. Et Cannes, il faut signaler que, évidemment, les filles de Cannes sont aussi excellentes parmi les meilleures d'Europe. Donc voilà, il y a un très beau pôle volleyball à Cannes. On va terminer ce grand direct du côté de Carros, toujours dans les Alpes-Maritimes. On n'a pas fait exprès de rester sur la Côte d'Azur, mais va se tenir ce week-end, demain, la célèbre fête des fraises, qui est un événement incontournable qui fait vivre aussi cette tradition du côté du village de la Côte d'Azur. On sera avec le maire dans quelques instants. Mais d'abord, regardez ce petit reportage tourné sur place par Claudia Olivier. Franck est fraisiculteur depuis presque 2 ans à Carros. Demain, il participe pour la première fois à la fête des fraises, un événement qu'il prépare déjà depuis des mois. Les fraises, je les plante que sous serre, parce que déjà, je fais une variété précoce, parce que historiquement, la fête des fraises, ça a toujours été le dernier week-end d'avril, ça a toujours été une fraise précoce. Donc je commence à ramasser fin mars et qui va à peu près jusqu'à fin mai. Donc ces fraises-là, elles sont plantées cette année le 1er janvier. Je les ai reçues le 31 décembre à midi, les fraises. Donc 1er janvier, j'ai planté. À travers une agriculture biologique, c'est une vraie passion que porte cet agriculteur pour ce produit du terroir. De la terre au client, Franck met un point d'honneur à ce que ces fraises soient les plus fraîches possibles. Moi, normalement, tout ce que je ramasse, je veux que 1 heure ou 2 heures après, ce soit dans l'assiette du client. Pour moi, c'est ça un bon produit, top fraîcheur, tout. Là, aujourd'hui, je suis en train de préparer la fraise des fraises pour demain. C'est ma première, c'est important, donc je suis en train de me préparer la veille pour demain. Mais c'est exceptionnel. Normalement, vous venez m'acheter les légumes ici, tout est ramassé le matin. Pour les habitants de Carros, la fête des fraises est un événement important, une vraie institution. J'espère que les gens seront au rendez-vous.
au moins pour goûter les bonnes fraises, qui viennent bien du canton. Petite, on venait avec mon frère, on était hyper contents d'aller à la fête des fraises et c'était génial, quoi. C'était l'attraction du week-end. Cette année, la 46e édition de la Fête des Fraises est un peu différente. Conséquence de la crise sanitaire, seul un marché de producteurs locaux est organisé. Un protocole sanitaire strict a été mis en place. On a convenu donc de faire un sens unique de circulation, un accès par le haut, là, par ici, et une sortie qui sera en bas, de sorte que personne ne se croise pendant que les gens profitent du marché, quoi. Donc un sens unique de circulation tout au long du marché. Et éventuellement, s'il y a vraiment du monde, un sens d'attente aussi, une file d'attente prévue à l'extérieur du site. La fête des fraises commence donc demain à partir de 9h30 jusqu'à 18h. 40 producteurs de carrosses ainsi que des vallées sinistrées seront présents. Bonsoir Yannick Bernard, merci d'être avec nous, maire de Carrosse justement. Si je ne dis pas de bêtises, ça sera votre première fête des fraises en tant que première édile. En plus, celle de l'année dernière avait été annulée en raison de la crise sanitaire. C'est un moment de détente, une belle nouvelle pour la ville, le département. C'était important de ne pas annuler. Alors c'est une jauge qui est revue un peu à la baisse. Habituellement, il y a 2 jours. Là, on est sur un marché de producteurs, mais c'est important de maintenir le lien. Alors pour nous, c'est vraiment une exigence qu'on s'était fixée pour maintenir cette fête des fraises. La 46e, elle a été annulée, et on le comprend tous, l'année dernière pour les raisons de Covid. Cette année, on a fait fort pour la maintenir. Je tiens vraiment à remercier les services de la préfecture, les services de la ville, tous les commerçants qui se sont associés à ce travail, puisque vous imaginez bien, encore il y a quelques jours, on ne savait pas si nous allions pouvoir véritablement faire une fête des fraises. C'est sûr qu'elle est revue un petit peu différemment, elle est un petit peu plus courte. Notre attention a été portée sur une 40aine de commerçants qui vont pouvoir proposer leurs magnifiques produits à tous les visiteurs. Alors, une question quand même centrale, elle est importante cette fête des fraises parce que c'est un savoir-faire et une production locale qui résiste malgré la concurrence de l'Espagne par exemple. Donc il y a aussi, pas un côté militant, mais on défend notre terroir aussi en région sud au travers de cette fête. Alors tout à fait, vous avez complètement raison. Il y a une histoire, celle-là tout le monde la connaît. Il y a un renouveau et l'agriculteur que vous avez vu, dont je suis passé cet après-midi encore l'encourager pour qu'il puisse ramasser un maximum de fraises, témoigne de cet engouement et de ce retour à des cultures plus raisonnées en terre. Et c'est pour nous une vraie satisfaction. Je vous rappelle aussi que ce sont les fraises du canton de Carrosse, puisqu'elles ne viennent pas exclusivement de la commune, puisque nous n'avons pas une capacité de production suffisamment importante pour répondre à la demande. Mais il y a une vraie histoire, il y a une vraie qualité. Ça vient de la qualité de la terre de nos coteaux, ce qui nous permet véritablement de se distinguer en termes de goût par rapport aux fraises d'Espagne notamment. Alors, parlez-nous un peu de l'histoire. Je fais juste une parenthèse. Il y aura aussi des producteurs des vallées sinistrées. Pas la peine d'expliquer aussi la symbolique qui va derrière tout ça. Mais historiquement, le canton de Carrosse est une terre de fraises. Alors c'est une terre de fraises. Il faut savoir qu'il y a très longtemps, il y a eu des expériences pour planter de la vigne. Malheureusement, on est sur un coteau qui est exposé au soleil levant. Et j'ai appris ça dernièrement. Les meilleurs coteaux pour la vigne sont des coteaux qui sont sur le soleil couchant pour la gestion de l'oïdium, le champignon qui tend à abîmer les vignes. Et progressivement, les agriculteurs, et je pense à Pierre Jaboulet, Louis Frescolini, la famille Giacomo et d'autres que je vais oublier, mais non, je ne pense pas, par rapport à leur investissement, ils se sont tournés vers cette culture qui était parfaitement adaptée à ce terroir. Et il faut que vous sachiez que les fraises de Carrosse ont des débouchés qui sont alors immédiatement auprès des carrossoirs, on va dire des habitants du canton, mais également dans toutes les meilleures tables de la région. Et je sais que ces producteurs étaient en contact direct quand les hôtels étaient ouverts pour satisfaire les palais, par exemple, des artistes qui venaient au Festival de Cannes. Donc vous voyez, c'est un produit emblématique, c'est un produit qui permet de nous distinguer et sur lequel on compte encore mettre en évidence on va dire la beauté de notre petit coin de vie.
Yannick Bernard, bon, on le sait, hein, les fraises de Carros, c'est des fraises extrêmement parfumées, mais on a eu beaucoup de gel hein, ces dernières semaines. Alors, je ne sais pas si ça a touché ou pas la production, mais est-ce que ça a eu un impact précisément? Est-ce que la qualité est toujours là, mais la production un peu moins abondante peut-être? Alors, chez nous, il y a eu un tout petit peu de gel, mais les fraises sont, comme vous l'avez vu sur le reportage, sont cultivées sous serre. C'est la raison pour laquelle on peut les avoir de manière un peu précoce. Donc, la problématique, on va dire, liée aux températures n'a pas joué sur ni la production, ni la quantité, ni la qualité, ni le goût. Il faut que vous sachiez également que les plants de fraises que vous pouvez voir là sont des plants un peu particuliers qui permettent d'avoir une fraise beaucoup plus charnue que nos concurrents. Ce qui fait qu'on a cette particularité qui est extrêmement intéressante au niveau gustatif. Je voulais vous poser une question très personnelle, parce que vous parlez avec passion évidemment des fraises de Carros, du canton de Carros, dont vous êtes le maire. Vous les préférez comment ces fraises de Carros? Simplement avec du sucre, avec de la chantilly, en tarte? Dites-nous un peu, est-ce que vous avez une préférence, une recette, tiens même? Alors, je n'ai pas de recette parce que je suis vraiment un piètre cuisinier. Par contre, ce que je peux vous dire, moi, ce que je préfère, c'est d'aller ramasser les fraises que j'ai de Carros, que j'ai dans mon petit jardin avec mes filles. On les mange, on va dire, au pied du plan. Et c'est comme ça que je les préfère, puisque je n'ai pas une production suffisamment importante pour dire de faire de la confiture ou une tarte ou des choses comme ça. Mais c'est véritablement dans mon esprit de ce devoir un peu de transmission et de mémoire que je préfère les déguster avec mes deux filles. Et vous avez bien raison, parce qu'il faut bien le reconnaître, une bonne fraise, c'est bon. Nature, effectivement, à la sortie du plan, c'est encore mieux. Merci beaucoup, Yannick Bernard, maire de Carros. Donc, à partir de demain, à 9h, à Carros, cette fête de la fraise qui ne durera qu'une journée. Mais bon, on espère que l'année prochaine, le retour du week-end pour célébrer cette fête sera de rigueur. Moi, je l'ai déjà faite 2 fois et je peux vous dire que c'est super. Merci beaucoup, monsieur le maire, et à bientôt sur les antennes d'Azur TV. Alors, comme on est en avance ce soir, une fois n'est pas coutume, mon cher Eric, eh bien, on va se regarder un dernier petit reportage qui va intéresser les Marseillais, parce que sur les bords de l'Uvonne, on va pouvoir rallier un certain nombre de communes grâce à une végétalisation et à une voie verte qui va être construite, enfin en tout cas balisée plutôt, par la métropole ex-Marseille. Le reportage est signé Manon Mjica. Aux portes du parc Borély, un cadre bucolique traversé par l'Uvonne. Le fleuve est apprécié des pêcheurs, des kayakistes, mais aussi des marcheurs et des cyclistes qui se promènent le long des berges. Ces dernières vont être réaménagées. La métropole va créer un cheminement sur près de 20 km. Nous avons la chance d'avoir un cours d'eau majeur sur notre territoire. Donc ce que nous souhaitons, c'est bien le mettre en avant et de permettre à ce qu'il y ait un cheminement piéton et mode doux, notamment vélo, trottinette, poussette, etc., pour pouvoir aller d'un bout à l'autre, dans un premier temps jusqu'à Aubagne. Mais bon, mon secret espoir est d'aller encore bien plus haut. Le montant global du projet avoisine les 15 millions d'euros. La métropole a missionné la Soleam pour le mener à bien. Nous avons de l'existant que nous avons requalifié parce que certains aspects ont été faits de manière sommaire par le passé. Et puis nous avons tout ce qu'il convient de créer depuis donc le pôle multimodal de Dromel jusque dans un premier temps, donc je l'ai dit à Saint-Loup pour faire simple et pour que les gens comprennent bien, c'est au niveau du pont Florian. Ces travaux qui concernent la première tranche ne débuteront qu'en 2023. Car avant, la Soleam doit remembrer les propriétés privées au bénéfice de la métropole. Les propriétaires jouent le jeu, et auquel cas ça se fait à l'amiable et ça peut aller rapidement, soit ne jouent pas le jeu, et donc dans ces cas-là on rentre dans des procédures que vous connaissez bien, de déclaration d'utilité publique ou autres, et qui donc prennent un peu plus de temps. Quant à la deuxième tranche, qui s'étend de Saint-Menet à Aubagne en passant par la Penne-sur-Uvonne, il faudra encore attendre. Les études préliminaires sont en cours. Premier coup de pioche vers 2025. Voilà, vous qui aimez marcher,
faire du vélo. Allez, etc. direction au bagne à vélo. Allez, ou en marchant, oui. Ouais. Voilà, moi, d'ici, ça fait un bout quand même. Hein. Oui, forcément. Puis les Alpes-Maritimes, c'est un petit peu. Mais bon, magnifique. Ça peut faire une belle balade, un week-end quand on pourra, à partir du 3 mai, puisque les restrictions de déplacement vont sauter à cette date-là. Merci, mon cher Eric. Merci. On se retrouve lundi. L'occasion de vous rappeler que tout le week-end sur nos antennes, vous pouvez retrouver le grand direct du week-end, les extraits des meilleures interviews de la semaine, donc je le cite au passage. Et puis je n'oublie pas évidemment Théo Sarfati, Sébastien Lyotard, Vinciane Gialis, Ilan Dehé, Philippe Codet, Stéphanie Mossman et tous les journalistes dans nos 3 rédactions du Var, des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes. Bon week-end à vous sur les antennes d'Azur TV.